Euh, donc, du coup, merci beaucoup, Camilia, d'être avec nous ce soir. Merci à vous. Pour cette dernière conférence de la Gender Equality Week. Je peux peut-être vous laisser vous présenter. Je pense que vous le ferez mieux que moi. Euh, donc, euh, Votre parcours, votre engagement militant, associatif, un petit peu rapidement si vous voulez. Oui, alors je m'appelle Camille Otmani, j'ai 30 ans. Je suis directrice de la communication dans la ville de Garges-les-Gonesse. Pour parler un petit peu de mon parcours, moi je suis une grande passionnée de littérature. Tout mon parcours scolaire, je l'ai tourné vers cette passion. J'ai été en prépa, j'ai été à la fac en philosophie et lettres modernes, et j'ai Bouchra qui est en train de m'appeler. Ah, super. Allô Bouchra. Ok, alors on a commencé parce qu'on était en panique, d'accord? Ouais, c'est 20h30, ouais. D'accord. Le lien, il est sur WhatsApp, il est sur WhatsApp. Ouais, d'accord, ok. Bon, bah je préviens alors. Ok, je t'en prie à toutes. Alors effectivement, elle était sur une autre conférence en présentiel. Donc Ah là, oui. voilà, donc là la difficulté c'est elle est en voiture. Voilà, elle a le lien, elle pourrait être avec nous et participer aux échanges, mais sans allumer sa caméra. Voilà. Ok, bon, pas de souci. Bah, comme ça, là, on la laisse se connecter le temps que vous vous présentiez. Et puis, On va faire ça comme ça. Donc oui, donc je parlais de mon parcours. Donc j'ai été en philo et lettres à la Sorbonne. Et parallèlement à ça, je travaillais j'ai travaillé dans plusieurs établissements scolaires en tant que surveillante. Et donc j'ai vite compris que je ne serai jamais enseignante, confrontée à cette réalité, cette dure réalité. Et enfin, quand on fait des lettres de la philo, il n'y a pas beaucoup de perspectives en réalité. Donc, je me suis demandé, voilà, qu'est-ce qui pourrait, concrètement, qu'est-ce qui va me nourrir en fait? Quel sera mon métier? Comment est-ce que je vais subvenir à mes besoins plus tard? Donc, j'ai essayé de me réorienter vers quelque chose que j'estimais de plus concret. J'ai choisi de passer les concours pour des écoles de communication et je me suis spécialisée en communication publique et politique. En fait, moi, mon engagement, il n'a pas forcément été associatif, c'est-à-dire que j'ai toujours eu à cœur de défendre les valeurs de justice, de défendre les valeurs d'égalité, mais je le faisais à ma manière et à mon échelle. Donc, j'ai jamais ressenti le besoin de faire partie d'une association étant plus jeune, parce que j'estimais qu'il y a différentes manières de lutter et qu'une des manières de lutter, c'est de se développer soi-même, c'est de se déployer soi-même, de faire en sorte de développer son potentiel du mieux qu'on le pouvait pour justement s'inscrire en faux par rapport aux stéréotypes et aux idées reçues. Donc voilà, mon parcours a été marqué par cet engagement fort, cet engagement politique fort, des idéaux et des valeurs très fortes que je portais. C'est la raison pour laquelle je me suis engagée en communication publique et politique, avec une volonté de changer les choses à ma manière de l'intérieur. C'est vraiment ça qui m'a toujours animée, parce que bon, bah, très jeune, j'ai été confrontée à un certain nombre de situations et de choses que j'estimais être injustes et relevant d'inégalités flagrantes. Donc voilà. Et puis un peu plus tard, j'ai fait la rencontre de personnes, dont Bouchra Azouz, qui est présidente des ateliers du féminisme populaire. Et je me suis reconnue dans le message qu'elle portait et les valeurs qu'elle portait. Ce qui n'est pas évident, parce que c'est vrai que je me suis toujours un peu méfiée des appartenances. Donc j'ai jamais été affiliée à aucun parti politique, j'ai jamais fait partie d'aucune association, mais c'est vrai que les ateliers du féminisme populaire, je me suis reconnue dans les valeurs de l'association et dans les combats qui étaient menés. Pour une raison simple, c'est parce on est sur un militantisme de terrain et comment dire, un des travers du féminisme, ou plutôt un des travers d'un certain féminisme, c'est de ne s'adresser qu'à une certaine partie de femmes. C'est de ne pas voir, de ne pas considérer le combat de femmes
qui se battent au quotidien, qui sont invisibles, qui mènent des luttes, qui gagnent un certain nombre de combats, qui ont des victoires, mais des petites victoires. Des petites victoires pour elles, mais qui sont des victoires quand même. Et c'est ça qui m'a plu dans le message et dans les valeurs du féminisme populaire, c'est de reconnaître ces femmes invisibles qui luttent au quotidien pour transformer le quartier, pour transformer la ville, pour transformer la cité. Et je me suis reconnue dans ça, et j'ai reconnu, voilà, moi, mes proches, mes copines, mes amies, celles avec qui j'ai grandi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai participé enfin, j'ai décidé d'intégrer l'association et j'ai accepté de participer au documentaire de Bouchra Azouz. Ok, merci beaucoup. Je crois que Bouchra est arrivée. Voilà. Ah non, elle nous a... Ouais, si, Ah, je suis là, mais c'est juste que j'ai pas... Oui, voilà. Salut. Je ne mets pas ma caméra parce que, Non, non, oui, bien sûr. en fait, je suis dans ma voiture pour ne rien vous cacher. J'ai pas arrêté. Et je pensais en fait que ce soir, c'était un visio. Et en fait, c'était un débat en présentiel. Oui, oui, c'est ce que Donc, vous m'avez voilà. Donc, j'avais pas calculé ce truc-là. Donc, je vous m'excusez, vous n'allez pas dit. voir ma tête, mais vous allez m'entendre. Donc, Alors, est-ce que vous voulez bien vous présenter aussi, comme l'a fait Camilla, votre parcours également et votre engagement militant et associatif? oui, alors qu'est-ce que je peux dire de mon parcours? Alors moi, j'ai fait des études de chimie physique, donc rien à voir avec tout ce truc. Un peu par dépit parce que j'ai fait médecine, j'ai loupé mon concours à 0,1 point et ça m'a traumatisée cet échec. J'avais beaucoup travaillé. Par dépit, je me suis retrouvée par équivalence à faire voilà, de la chimie physique. Et je me suis un peu perdue en fait dans mes études. Je suis un peu quelqu'un en errance. Hein, et d'ailleurs, c'est assez... comment dirais-je? En fait, c'est l'errance qui m'amène dans tout ce que je fais petit à petit sur des chemins que je ne choisis pas forcément jusqu'à celui que je vais vraiment défricher, qui va être le féminisme populaire. Et l'errance, c'est bien parce que comme vous ne savez pas où vous allez, vous n'avez pas forcément d'objectif, et ben, en fait, vous utilisez plein de chemins, des chemins où vous faites des rencontres qui vont être parfois inspirantes, parfois éclairantes. Et voilà, donc un peu pour vous dire mon parcours d'abord au niveau de mes études, et puis ce chemin d'errance, il va m'amener à Ni pute ni soumise parce que mon cousin était un des fondateurs de ce mouvement. Et du coup, il savait que j'étais un peu une intello, donc il me demandait de lire des études, lui faire des notes, etc. Et en fait, il me connaissait depuis que j'étais toute petite, donc il savait qu'en piquant ma curiosité, il allait éveiller quelque chose, et il n'a pas eu tort parce que c'est finalement en lisant des études sur la condition des femmes, sur la précarité, sur l'impact des enfants dans les choix professionnels, qui m'ont finalement fait comprendre que ma propre condition à moi, elle venait en fait d'organisation sociale, de système, et que tout ça n'était pas lié au hasard, quoi. Et c'est en prenant conscience en fait de ma condition de femme issue des quartiers, issue de l'immigration, issue des classes populaires, que je vais finalement me conscientiser, quoi. Donc, je vais faire 2 ans à Ni pute ni soumise, où je vais faire pas mal de choses. Mais en fait, moi, mon sujet vraiment de prédilection, c'était la question de l'autonomie des femmes. Pour moi, parce que je l'avais vécu avec ma propre mère, c'est que l'indépendance de ma mère, il venait du fait qu'elle était indépendante financièrement, et ma mère l'avait compris. Pourtant, elle n'a jamais été à l'école, ce qui a été aussi un de ses traumatismes. Venait du fait qu'elle a compris très jeune qu'il fallait de l'argent, qu'il fallait être autonome financièrement. Donc ça, c'est vraiment un truc qui m'a marqué, qui m'a structuré en fait, parce que je n'ai jamais eu de cesse en fait de ramener en fait la question sociale toujours sur l'analyse, y compris de nos origines, de notre religion, de tout ce qu'on veut. Pour moi, la question sociale, elle est fondamentale.
Donc, j'ai quitté Ni pute ni soumise parce que j'ai compris qu'il y avait une limite et que j'arriverais jamais à transformer en fait cette association qui était plus une association, on va dire, de plaidoyer qu'une association vraiment de terrain à proprement parler. Et moi, j'avais besoin du terrain, donc j'ai quitté le mouvement, mais en réalité aussi sur une analyse de fond qui, en une phrase, consistait à dire que l'ethnicisation de la question des femmes des quartiers populaires avait racialisé les rapports sociaux. Et quand j'ai dit ça, c'était en 2009. Et je vois qu'aujourd'hui, on est vraiment dans le paroxysme de la racialisation des rapports sociaux. Et je crois qu'on est vraiment arrivé à un moment dangereux et qui explique d'ailleurs en grande partie la raison pour laquelle on aura probablement encore un duel Marine Le Pen. On ne sait pas quel sera son opposant, mais on est sûr qu'elle, elle sera là, quoi. Et tout ça est lié à ça. Et du coup, j'ai créé le féminisme populaire. En fait, je l'ai conceptualisé surtout en partant d'abord de cette analyse de l'ethnicisation, de la question des femmes. Et en gros, on est passé de la question sociale à la question raciale, très soutenue d'ailleurs. Cette dynamique, elle a été largement soutenue et portée par les féministes qui se sont engouffrées dans la brèche de l'islam radical, mais d'une façon un peu déviante, on va dire. Et on a glissé à la question raciale, et le féminisme populaire, stratégiquement, il propose en fait une manière de repasser de la question raciale à la question sociale en s'appuyant sur les femmes comme un prisme de lecture en fait des quartiers populaires, et surtout qui propose en fait de s'appuyer sur la dynamique émancipatrice des femmes pour rematricer un peu la République sur ce qu'a été son ADN, la justice sociale, l'égalité, etc. Voilà ce que je peux vous dire en préambule. Merci beaucoup. C'est un préambule déjà très complet et très clair. Mais du coup, nos premières questions sont un peu liées à ce que vous avez dit, puisque donc on se demandait si vous étiez toujours senti féministe ou s'il y avait eu un élément déclencheur. Je pense que Bouchra, vous avez un petit peu expliqué ça déjà, qui a fait que vous êtes senti à un moment féministe. Moi, le féminisme, en fait, c'est pas du tout dans mon champ conceptuel, en fait. Jusqu'à mes 30 ans, en fait, c'est pas du tout dans mon scope. Mais par contre, c'est pas parce qu'on conceptualise pas les choses, c'est-à-dire qu'on met pas en face de nos luttes un concept qu'est le féminisme, que ce féminisme n'existe pas. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai fait des films, parce qu'il me semblait que c'était important de faire la démonstration au travers de ce récit au féminin pluriel de nos quartiers qu'il y a des luttes qui existent, qui sont à l'œuvre, déjà depuis nos mères, mais certainement déjà bien avant dans leur pays d'origine, parce que moi, ma mère, quand elle me raconte sa grand-mère, son arrière-grand-mère, je comprends qu'il y a des luttes invisibles qui se disent pas, mais qui sont à l'œuvre pour permettre l'émancipation et surtout le changement de normes sociales dans les pays. Ils sont liés à la dynamique émancipatrice des femmes. Et donc, moi, le féminisme, ça ne me parle pas. En fait, je vais réaliser que je suis féministe. En fait, je vous dis, en 2007, ça remonte un petit peu avant. Moi, je le date de 2003. Quand je commence à faire ces notes d'analyse, en fait, pour mon cousin qui est secrétaire général de Ni pute ni soumise. C'est là, en fait, que je comprends ma condition de femme et que je comprends que les luttes, c'est des luttes du quotidien, en fait. Et d'ailleurs, ça procède aussi de toute une problématique dans notre société qui est très élitiste et qui ne reconnaît que l'élite, donc qui ne reconnaît que des luttes qui sont portées par des intellectuels et qui s'objectent dans des grands traités, etc. Et du coup, tout ce qui est populaire, tout ce qui est porté, et encore plus par les femmes, c'est très mineur. Donc, en faisant des films, j'ai voulu réhabiliter aussi
ce féminisme qui existe, même si nos mères, elles ne se disent pas féministes et pourtant elles le sont, quoi. Moi, en ce qui me concerne, alors oui, enfin, comme je le disais en préambule, moi j'ai toujours été très sensible aux inégalités, aux injustices, et donc je pense que depuis toute petite, j'ai cette conscience qu'il existe un problème d'inégalité entre les femmes et les hommes, qu'en grandissant, je l'exprime sans le conscientiser politiquement. Et par contre, moi, je sais exactement à quel moment je me revendique féministe et j'assume de me revendiquer féministe. C'est à 24 ans. Et ça, Bouchra le sait pas. Mais c'est après avoir regardé son documentaire, en fait. C'est après avoir regardé son documentaire, parce que son premier documentaire, Nos mères, nos darons, m'a tellement interpellée que j'ai décidé après de faire des recherches poussées sur le sujet. Mais vraiment d'un point de vue sociologique, d'un point de vue politique. Et donc, je me suis intéressée au rapport de domination, effectivement, à cette question d'ethnicisation des rapports sociaux, mais aussi à l'intersectionnalité. Et tout à coup, je me suis retrouvée dans un féminisme qui me correspondait. C'est-à-dire que j'ai réussi à me définir en tant que féministe quand j'ai compris qu'une féministe, ça pouvait aussi être une jeune femme issue des quartiers populaires, issue de la diversité et qui portait l'ADN que je porte à l'époque. Donc voilà, je sais exactement dire à quel moment j'ai pu me revendiquer féministe. Mais je sais que ça a toujours été quelque chose en moi de latent, jusqu'à ce que j'aille jusqu'au bout de cette démarche politique en conscientisant la chose. Ça me fait hyper plaisir, Camélia. Bah ouais, tu le savais pas en plus, mais non, je le savais pas. T'aurais pu me le dire. Putain, on a fait un film ensemble. Je vais pas tout te dire quand même. Il faut garder des mystères, il faut garder de la passion un peu. En tout cas, je le dirai à ma mère, ça va lui faire plaisir. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup. Et donc, dans la continuité, pour vous, quelle est la définition que vous pourriez donner du féminisme et donc plus précisément du féminisme populaire, puisque c'est celui que vous portez aujourd'hui? Je sais pas, tu veux répondre, Camélia, ou c'est pour moi la question là? Je te laisse répondre, mais je vais répondre aussi après, ouais. Alors, c'est un peu long parce que le féminisme populaire, c'est une stratégie politique. Et en même temps, le féminisme populaire, c'est aussi une première approche un peu, j'allais dire un peu, pas simpliste, mais disons qui consiste à dire, et qui est la réalité, qui est un point de départ, que les femmes, d'où qu'elles soient, quel que soit leur niveau intellectuel, culturel, quelle que soit leur origine, leur religion, toutes les femmes, elles sont en lutte. Et pour moi, ça, c'est déjà la base du féminisme. Et ensuite, le féminisme populaire, c'est, comme je vous le disais, c'est une stratégie politique plus globale. Après, il faudrait presque 1 heure pour que je parle de ça, mais dans les grandes lignes, c'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire, pour moi, la réflexion, ça a été de dire comment on repasse de la question raciale à la question sociale. Comment on a enfermé la question des quartiers populaires dans une approche ethno-religieuse exclusive. On n'a pas une autre approche des quartiers populaires. Et du coup, comme le politique ne se dédie jamais, l'idée, c'était de conceptualiser une pensée politique qui permette en fait de remettre au cœur du débat la question sociale. Et pour moi, voilà, j'ai utilisé le concept du féminisme populaire en fait pour dire, mais vraiment si je grossis le trait, pour bien comprendre, je propose en fait que le féminisme soit à la République ce que la classe ouvrière a été à la République au XIXe siècle. Voilà, c'est comment on repense ce que je vous ai dit tout à l'heure, la question de la justice sociale, la question de l'intérêt humain au cœur de la société. C'est toutes ces questions-là qui sont portées par
par la question des femmes des quartiers populaires. C'est considérer que la femme, elle est un groupe social à part entière. Et en plus, c'est un groupe social interclassiste, parce que toutes les classes sociales, elles se reconnaissent dans tous les sujets qui sont portés par la question des femmes dans la société. Voilà, pour être un peu brève. Alors moi, je vais être un peu plus vaporeuse que Bouchra. Mais pour moi, en fait, le féminisme, c'est avant tout une indulgence. Pourquoi une indulgence? Parce que on est dans une société patriarcale, donc j'invente rien, qui est tellement dure, qui a été tellement dure avec les femmes, qu'aujourd'hui, je pense que pas même la plus radicale des féministes ne peut se targuer d'être irréprochable, ou en tout cas de vivre son féminisme à la lettre. On est toutes sous pression. De celles qui essayent de perdre 1 kilo, 5 ou 10 pour se conformer aux normes, de celles qui s'épilent en permanence pour avoir l'air de préadolescentes, voilà, de celles qui se font des injections, de la chirurgie, de celles aussi d'une certaine manière qui se couvrent pour empêcher le regard concupiscent des hommes. C'est-à-dire que toutes, à un certain niveau, à un certain moment, on va se soumettre d'une certaine manière à cette société patriarcale, au diktat de la société patriarcale dans laquelle nous vivons. Et donc, pourquoi je dis une indulgence? C'est à un moment donné de dire, d'accord, il n'y a pas de féministe parfaite, il n'y a pas de femme parfaite. Il y a des femmes sous pression constante pour être les meilleures partout, les meilleures mères, les meilleures épouses, les meilleures femmes, les meilleures amantes, les meilleures petites amies. Et donc, en ayant conscience de cela, être dans une approche bienveillante et compassionnelle avec les autres femmes. Ne pas estimer que parce qu'on échappe à certains diktats, parce qu'on réussit à échapper d'une manière ou d'une autre à certains diktats, on est une meilleure féministe que d'autres qui luttent davantage ou qui ont plus de difficultés dans les combats qu'elles mènent au quotidien. Pour moi, le féminisme, c'est avant tout ça. C'est une indulgence, c'est une bienveillance envers toutes les femmes, c'est dire on est toutes dans le même bateau. Et voilà, moi, il ne me viendrait pas à l'idée de fustiger une femme parce qu'elle fait plus à la maison que son mari, en lui disant tu te dis féministe et pourtant tu accomplis 80-90% des tâches ménagères. Non. Je pense qu'on doit être conscient politiquement, on doit être conscient d'un point de vue sociologique qu'il y a encore des combats et des luttes à mener, que ces luttes et ces combats, ils sont partout, dans la sphère privée, dans la sphère publique, au travail, absolument partout. Mais sachant cela, sachant la complexité de la chose, il faut aussi être en mesure d'être indulgente, bienveillante les unes envers les autres. Et pour moi, c'est ça le féminisme. Ok, merci beaucoup. C'était très complet et très intéressant. Et donc, notre prochaine question, donc c'était comment, pour vous, la pensée féministe s'articule avec l'activisme? Comment on peut jongler entre l'intellectuel, entre guillemets, et l'action sur le terrain? Moi, je dirais que l'intellectualisme, c'est bien, mais les femmes, on est très pragmatiques. Hein. À un moment donné, moi, si tu me racontes que des discours et que ces discours, ils ne se traduisent pas dans des politiques de droit commun, s'ils ne se traduisent pas par de l'action, ça ne sert à rien, quoi. Et les femmes, elles ne sont pas dupes. Hein. On peut leur raconter tout ce qu'on veut. À un moment donné, elles veulent qu'on résolve leurs problèmes. Donc, moi, j'ai toujours été très attachée à ce que je vous disais d'ailleurs tout à l'heure, qu'on ait un ancrage terrain qui est fort, hein. Se détacher en fait du terrain. Et d'ailleurs, la plupart des associations qui ont fait ça, c'est-à-dire qui se sont détachées de leur base et qui n'ont été plus que des associations de plaidoyer, elles ont vite perdu leur auditoire.
ça sanctionne très vite. Après, c'est très compliqué parce que nous, on est des militantes et on est des militantes bénévoles. Donc, ça se fait sur notre temps. C'est un gros sacrifice. Ça se fait sur notre temps de loisirs, notre temps à rêver, notre temps voilà, pour moi, vraiment, je le vis comme un sacrifice, hein, le militantisme, parce que d'abord, j'estime que je ne devrais pas avoir à me battre pour l'égalité. C'est pas normal, en fait. C'est une situation anormale. Et qu'en plus, je doive y consacrer presque ma vie, ben, je trouve aussi que c'est pas normal. Donc c'est aussi la raison pour laquelle au féminisme populaire, on est très porté sur à la fois l'action, c'est-à-dire une action forte qui nous donne notre légitimité, mais en même temps une capacité de plaidoyer, c'est-à-dire d'aller toucher les sphères les plus hautes de l'État. Et ça, pour moi, c'est vraiment très important. Demain, je fais un échange avec la ministre à la politique de la ville. Mardi, j'étais avec la ministre à l'égalité. Et la semaine prochaine, je suis avec la ministre de la Culture. Et pour moi, ça, c'est hyper important parce que ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'on soit suffisamment pris au sérieux pour être capable d'être des interlocuteurs des pouvoirs publics. Et voilà, pour moi, c'est vraiment important. Et donc, ça nécessite aussi une gymnastique permanente parce qu'il faut être très stratégique. Très stratégique. Et le problème, c'est encore une fois, c'est que le militantisme nous précarise. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'espère que les plus jeunes, et ça, c'est un message direct à Camélia, vont prendre la relève. Parce que moi, je suis fatiguée. J'ai envie de kiffer ma life, là, les amis. Pour répondre et pour rebondir sur ce que dit Bouchra, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi j'estime qu'il y a différents niveaux d'activisme, de militantisme et d'engagement. À mon échelle, moi j'ai décidé d'en faire mon métier, la communication politique. Donc ça résout une partie du problème, j'ai envie de dire, parce que j'en vis en fait. Et je pense que chacune à notre manière, on peut infuser comme ça dans la société. Je vous donne un exemple très simple. Je travaille dans une municipalité, dans une collectivité, celle de Garges-les-Gonesse. Le féminisme et l'égalité des droits entre les femmes et les hommes est un sujet de société sérieux. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, on a mené une campagne sur la ville de Garges-les-Gonesse qui s'appelle Gargeoises et fières. L'égalité entre les femmes et les hommes, c'est tous les jours à Garges. Et l'idée derrière, c'est celle du féminisme populaire. Et c'est une campagne d'affichage, donc on a des gargeoises, des habitantes de différents quartiers qui se retrouvent en 4x3 dans toute la ville. Des portraits qui sont diffusés sur les réseaux sociaux de ces femmes-là, qui sont présidentes d'associations, qui sont engagées, qui transforment le quotidien, leur quartier à leur manière, avec leurs moyens, et qui portent un message fort. Voilà, ça c'est quelque chose que je fais à mon échelle. Et qui, je pense, va dans le sens d'un engagement politique fort. Et bon, l'idée derrière, c'est l'idée d'un espèce d'entrisme féministe, dans le sens où on sait très bien que la politique, c'est un monde d'hommes. Il y a de plus en plus de femmes, mais ce n'est pas parce que, du point de vue du nombre, il y a de plus en plus de femmes que les codes et la manière de fonctionner a intégré le fait que de plus en plus de femmes travaillaient dans le monde politique et que le mode de fonctionnement n'est pas patriarcal, n'est pas exclusivement masculin. On est encore sur des codes qui sont parfois très violents et qui sont typiques d'une forme de masculinité qui peut être problématique. Et ben, c'est en intégrant ces cercles de pouvoir, c'est en intégrant ces cercles de décision, en pouvant influer sur les politiques locales ou les politiques nationales, qu'on change les choses à notre échelle. Et enfin, je reviens sur une idée, sur mon idée de départ, c'est que pour moi, le féminisme, s'il n'est pas pragmatique, si ce n'est pas un féminisme de terrain, si ce n'est pas un féminisme inclusif, qu'est-ce que ça veut dire? Et le féminisme, pour être inclusif,
il doit partir de toutes les femmes. Il doit partir de toutes les femmes qui se battent au quotidien sur le terrain à leur manière, qui mènent leur combat. Et c'est bien tout le sujet de l'égalité réelle. Parce qu'en réalité, il n'y a pas beaucoup de gens qui nous challengent sur l'égalité. Les hommes et les femmes sont égaux en droit. Ce qui pose problème, ce qui commence à poser problème, c'est qu'on dit, quand on dit, et dans la réalité, c'est comment? L'égalité salariale, c'est comment? Dans l'espace public, c'est comment? C'est quand on pose des sujets très concrets d'égalité réelle, donc des sujets de terrain, des sujets pragmatiques, pratiques. C'est là où ça devient compliqué. Et c'est naturellement là où on doit intervenir. Donc, les concepts, c'est bien. Aujourd'hui, on est à peu près tous et toutes d'accord sur ces concepts-là et sur l'importance de ces concepts, même s'il est important d'en produire de nouveaux, ou en tout cas de continuer à réfléchir sur des sujets, je pense que c'est indispensable. Mais l'action, accompagner l'action, agir tout simplement, c'est essentiel. C'est l'essentiel en tout cas. D'accord. Et donc, vous avez un petit peu répondu à Camilla, mais pour vous, quel est le rôle du politique et en particulier de l'État dans le chemin vers l'égalité? C'est pour qui la question? Pour toutes les deux, mais je pense que Camilla a un petit peu déjà répondu. Si elle Ouais. veut développer, pas de problème, mais donc pour toutes les deux. Je te laisse répondre, Camélia. Donc pour moi, je pense que déjà quand on parle de politique, il faut bien comprendre qu'il y a des choses qui sont impulsées au niveau national, mais qu'il y a énormément de choses qui se font à l'échelle locale. On a tendance à l'oublier, mais à l'échelle des municipalités, on a des associations, on a des centres sociaux, on a un tissu politique qui est très vivant, qui permet de porter des projets, qui permet d'agir concrètement, qui a conscience des réalités de terrain et qui est capable d'adapter les dispositifs et les projets à ces réalités de terrain-là. Et c'est de ça dont on a besoin. On a besoin de gens de terrain. Donc je pense que le premier travail, en fait, du politique à l'échelle nationale, c'est de se reconnecter avec les collectivités, se reconnecter avec les élus locaux, en prenant en compte et en prenant en considération le travail de terrain qui est mené et les problématiques qui sont relevées, qui émanent du terrain. On peut donner des grandes directives, on peut donner des grandes impulsions, et on doit le faire. Je pense qu'il y a, et pour des raisons simples, ou en tout cas une raison simple, c'est celle du budget, celle de l'argent. Si on n'a pas de budget, si on n'a pas d'argent pour faire bouger les lignes et pour changer les choses, on ne peut rien faire. C'est le nerf de la guerre, on le sait bien. Donc le rôle de l'État est fondamental, mais l'État, en plus de débloquer des fonds, de fixer des grands caps, doit aussi être à l'écoute, apprendre à être à l'écoute des associations et des élus de terrain. Je pense que c'est... Enfin, Bouchra, tu me diras quel est ton sentiment à ce sujet, mais je crois que c'est un point fondamental. Ouais, moi, je place mon analyse parce que je ne suis pas une technicienne, en fait. Je ne suis pas une technicienne. Mais moi, ce que j'observe, si tu veux, des publics qu'on accompagne, c'est que là où on a une vraie problématique sur les femmes, c'est que d'abord, il y a une réelle difficulté d'accéder aux droits. Et ça, je pense qu'on est dans un système qui fait que tout le volet social, enfin moi je vois même pour prendre rendez-vous avec une assistante sociale, il faut prendre un ticket, il faut attendre, je veux dire, on a quand même une gestion, une problématique de gestion de l'accompagnement social, de l'accès à la justice, de l'accès aux soins. Donc globalement, on est dans une problématique d'accès aux droits. Et c'est d'autant plus vrai que on a même un observatoire qui est créé du non-recours aux droits et aux services, tellement c'est une problématique systémique. Donc voilà, ça c'est une des premières choses pour moi, qui est effectivement, on a des dispositifs législatifs qui sont importants, et d'un point de vue législatif, toutes les conditions sont rassemblées en réalité pour que on ne vive plus dans un système inégalitaire. Or, c'est toujours le cas.
Si on prend la question de l'égalité salariale, on a encore des inégalités de l'ordre de 18 à 23%, tout dépend comment on regarde cette inégalité salariale, alors qu'on a une loi qui est votée depuis 1983. On est encore dans une problématique de représentation des femmes. Donc, je veux dire, à tous les niveaux, en fait, il faut agir parce qu'on se rend compte que si on n'est pas coercitif à un moment donné, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que les gens, ils détournent la loi, ils détournent les règles. Et à partir du moment où ils ne sont pas sanctionnés, finalement, le système, il continue. Donc, de mon point de vue, l'État doit aussi peut-être changer un certain nombre de choses. On parle aujourd'hui, par exemple, d'égale conditionnalité. Ça, c'est avec l'index d'égalité Pénicaud. Finalement, on se rend compte que les sociétés sont encore un peu loin du compte de l'égalité salariale. Et donc, là, va entrer en jeu un peu de malus. On a proposé que, par exemple, les aides de l'État soient conditionnées à cette égalité. Et on voit bien que si on change pas un peu notre mode de fonctionnement par rapport à l'égalité, on l'atteindra jamais en fait. Parce que décennie après décennie, on a des ères. On a eu l'ère dans les années 70, c'était l'accès à l'avortement, la contraception, le droit à disposer de mon corps. Les années 2000, ça a été la parité, mais qui ont été travaillées déjà depuis les années 90 pour qu'en 2000, on ait une réforme de la Constitution pour inscrire la parité dans la Constitution. Donc, en fait, on voit bien qu'il faut être... encore une fois, j'aime bien ce mot-là, une puissance publique qui soit suffisamment puissante et coercitive pour garantir l'égalité et l'exécution des lois, et en même temps déverrouiller des inerties qui pèsent encore plus et qui renforcent les inégalités sur les femmes, comme l'accès aux droits sociaux, l'accès à la justice. Tout ça, c'est des vraies problématiques. D'accord. Par rapport au rôle de l'État, et plus précisément de l'éducation, est-ce que vous pensez que à quel niveau vous pensez que l'éducation est un moyen d'arriver à plus d'égalité, que ce soit l'éducation des filles ou l'éducation des garçons? Parce que l'égalité, c'est aussi une question de normes sociales. C'est-à-dire que si on n'arrive pas aussi par l'éducation à transformer ces normes sociales qui conduisent aussi aux inégalités et à une réelle problématique dans la mixité filles-garçons, en fait, on ne peut pas y arriver. Et c'est bien tout le drame en fait, de la question de l'égalité, de la place des femmes dans la société, du traitement et de la dignité des femmes. C'est que ça nécessite un mouvement global et transversal dans la société, et que à tous les niveaux, si on n'est pas fort et si on considère, et d'ailleurs c'est de mon point de vue aussi une des grosses problématiques, c'est qu'on a enfermé quand même pendant très longtemps la question des femmes dans le sujet des violences faites aux femmes, même si évidemment c'est un sujet, je ne dis pas que ce n'est pas un sujet, hein, mais ce n'est pas le seul sujet, qu'il faut peut-être travailler sur les causes des violences pour éradiquer les violences. Et les causes, pour moi, c'est vraiment c'est l'éducation. Et encore une fois, dans cette dynamique de changement de normes sociales, il y a aussi la question des imaginaires. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles moi, je me suis mis vraiment dans l'audiovisuel et le cinéma. C'est que pour moi, la transformation des imaginaires, elle est aussi un levier d'égalité. C'est-à-dire qu'il faut transformer la façon dont on représente et dont on pense la femme dans la société. Et je le dis souvent aussi, c'est que pour que toutes les femmes comptent, il faut qu'on les raconte toutes. Et je pense qu'il manque vraiment dans notre récit
celui des femmes, de leur lutte émancipatrice. Pour vous donner un exemple, là, j'ai fini l'écriture d'un film qui s'appelle Femmes, sexisme et politique. Et on a décrit en fait la place des femmes en politique qu'au travers des victoires qu'elles ont obtenues au niveau des droits. Mais en réalité, on n'a jamais raconté ce qu'a été la conquête des femmes de ce monde politique, comme le disait Camélia, qui est un monde d'hommes pensé par les hommes pour les hommes. Et ces histoires-là, on ne les a pas vraiment racontées. Moi, je n'ai jamais entendu vraiment dans un récit collectif nous raconter comment elles ont fait intrusion dans ce monde politique, quelle résistance elles ont dû affronter. Parce que l'exclusion des femmes de la politique, il remonte à la première constituante en 1792. Et il a fallu attendre 1944 pour obtenir le droit de vote. Donc, on voit bien que c'est un chemin qui est très, 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 très long. Et bien, ça aussi, il faut le raconter. Donc, l'éducation et l'éducation par J'ai du mal à entendre l'éducation par la culture, l'éducation par la sociologie, par l'histoire. Tout ça, ça participe à l'éducation. Et en même temps, je pense que mixité filles-garçons, et cette mixité-là, apprendre à se comporter en mixité, apprendre, dirais-je, à créer des espaces de mixité. Ah, je ne vous entends pas, les filles. Oui, vous entendez plus très bien, mais ça y est, vous êtes revenus. D'accord. Je te laisse, Camélia, reprendre la main, si tu veux. Ouais. Mais en fait, pour le coup, je pense que tu as dit l'essentiel. L'éducation, effectivement, c'est un des leviers qui peut nous aider dans cette lutte pour l'égalité des sexes. Mais je pense aussi que la question des représentations, elle est fondamentale. Aujourd'hui, les jeunes et les enfants en apprennent autant à l'école que sur les réseaux sociaux, qu'à la télé. Et ces représentations-là, on doit être en mesure de s'en emparer. Et c'est avec plus de femmes réalisatrices, plus de femmes écrivains, plus de femmes qui racontent le monde qui les entoure, qu'on arrivera justement à faire évoluer les choses et à mettre en visibilité toutes nos luttes, tous nos combats, nos idéaux, nos espoirs, nos craintes, les violences physiques, psychologiques auxquelles on peut être confronté. Donc, il y a aussi cet enjeu-là, l'enjeu de la représentation, je pense, qui est fondamental. On peut apprendre à l'école un certain nombre de choses. On apprend le respect d'autrui, on apprend, on s'inscrit dans un collectif aussi. Et ça, c'est fondamental. Mais ce qui se passe autour des enfants pour leur construction, c'est peut-être bien plus important que ce qu'ils apprennent à l'école. Donc un exemple tout simple, les séries qu'on regarde à la télé, les documentaires qu'on peut faire. Et Bouchra vous a bien dit qu'une des raisons pour lesquelles elle s'était aventurée sur ce terrain-là, c'est pour changer les représentations, changer des images par d'autres images. Donc oui, l'éducation, c'est fondamental, mais toutes les éducations et toutes les manières de raconter et de changer les représentations. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, pour revenir précisément sur votre parcours, qu'est-ce qui, pour vous, a été l'obstacle le plus difficile à surmonter dans votre carrière et dans votre militantisme en tant que femme issue de l'immigration? Question. Ou plusieurs, s'il y en a plusieurs qui vous viennent en tête et dont vous avez envie de parler surtout. Bon, en fait, il y a un truc qui a été assez...
dont je parle souvent d'ailleurs dans mes interventions, c'est-à-dire le moment où j'ai réalisé que je ne partageais pas la même histoire que d'autres féministes. Ça, vraiment, je me souviens, c'était au bar d'un grand hôtel parisien à la Concorde. Et une nana, enfin une amie, une féministe de la première heure du MLF, me dit, mais en fait, je comprends pas. En fait, elle comprenait pas d'où venaient en fait mes convictions féministes, etc. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, ce qui est mon monde à moi n'est pas du tout son monde à elle. On se rejoint parce que finalement, on est ensemble autour d'un verre mais tout d'un coup, comme ça, elle me lâche ça et je me suis dit, et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait que je fasse des films. Vraiment. C'était en 2009, au moment où j'ai quitté Ni Pute Ni Soumise. Je me suis quittée vraiment sur un conflit. Et du coup, je voyais cette femme qui était dans notre conseil d'administration et qui essayait un peu de rabibocher, de sauver un peu les meubles. Et c'est là qu'elle me dit, mais en fait, je ne comprends pas. Elle ne me connaissait pas non plus personnellement, quoi. Et là, je me suis vraiment dit, il y a un truc qui ne va pas, quoi. En fait, elle ne connaît rien de ma daronne, elle ne connaît rien des femmes de mon quartier, elle ne sait pas qu'on est des warriors, elle ne sait pas qu'on est des... Enfin, voilà, quoi. Et je me suis dit, mais en fait, si elle ne sait pas, c'est toute la France qui ne sait pas, en fait. Et c'est vraiment là que j'ai pris conscience qu'il fallait militer autrement et surtout toucher un maximum de personnes, quoi. Parce que bon, j'avais écrit un bouquin qui s'appelait Les femmes au secours de la République avec Corinne Lepage, mais un livre, ça reste quand même très anecdotique, quoi. Si vous n'êtes pas une star, vous ne faites pas les plateaux télé, vous ne vendez pas votre livre. Donc, c'est des livres de niche, quoi. Vous vous faites plaisir. Et c'est là que je me suis dit, non, là, il faut faire des films, il faut raconter ces histoires. Alors après, c'est pas simple, parce que on vous dit, attends, des vieilles bonnes femmes dans les quartiers, ça va intéresser personne, quoi. Et finalement, ça a intéressé 870 000 téléspectateurs en première diffusion. Oui. En ce qui me concerne, j'ai une anecdote dont je parle pendant le film d'ailleurs. Moi, en fait, tout au long de ma scolarité, j'étais en ZEP, collège en ZEP, au lycée en ZEP. Il y avait quand même plus de mixité dans mon lycée, mais j'ai toujours grandi, je vais le dire grossièrement, avec des Arabes et des Noirs, voilà, des gens qui me ressemblaient à peu près. Et je me suis jamais posé la question de mon intégration. Enfin, mes deux parents sont d'ici, sont nés ici. L'intégration, pour moi, ça veut rien dire. Et ce truc-là m'est arrivé en pleine figure quand j'étais en prépa. Donc, il y a une question géographique. J'avais toujours été en cité et là, tout à coup, je me retrouve à Paris. Donc, j'avais déjà mis les pieds à Paris, bien sûr, mais c'était pas quotidien, quoi. Et je me retrouve avec des gens, donc sur 2 classes de 60 élèves au départ, puis 45, je suis la seule gamine de banlieue. Et je vois bien la différence. Ça me met en colère, ça me complexe, ça m'interpelle. Je me souviens de cette première phrase quand on arrive qui me choque, qui nous disent « Vous êtes l'élite intellectuelle de la nation française ». Moi, je m'étais jamais pensée comme ça, quoi. Et cette phrase, pareil, d'une prof de philosophie, que j'aimais beaucoup par ailleurs, qui dit un jour en cours, en banlieue, on ne sait pas parler français. Là, la rupture, pour moi, le choc, il a été terrible. Ça a été... c'est terriblement violent, c'est terriblement blessant. Et ça m'a aussi renvoyé à quelque chose, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours construit mon identité française. Non, justement, j'ai jamais construit mon identité française de manière active jusqu'à ce moment-là, parce que ça s'est toujours fait naturellement. J'avais cette passion pour la littérature, donc pour les mots, qui faisait que j'étais française quoi qu'il arrive, sans me poser la question. Et c'est ce jour-là que j'ai commencé à me poser la question de mon identité. C'est vraiment ce jour-là où j'ai commencé à me demander pourquoi j'étais française,
qu'est-ce qui fait qu'on est français et pourquoi être de banlieue, c'est si différent que ça? Qu'est-ce qui me différencie de ces gens-là? Visiblement, je suis différente à leurs yeux, mais qu'est-ce qui me différencie vraiment de ces gens-là? Donc voilà, il y a un certain nombre de choses qui ont commencé à se mettre en branle comme ça dans mon esprit. Mais après, de manière générale, j'aime pas dire ça, mais les micro-agressions, entre guillemets, ou les agressions tout court, ou les violences, les obstacles, ils sont tellement nombreux, ils sont tellement quotidiens qu'on finit par même plus les relever. Voilà, c'est quelque chose qui fait partie de notre mode de fonctionnement. Et voilà, moi aujourd'hui, je le relève plus. Je me souviens il y a un an, j'ai mon ancien employeur qui a dit que les femmes maghrébines étaient impossibles à manager. Voilà, c'est un certain nombre de choses. La première question qu'il m'avait posé ce type-là quand on s'est vu en entretien, c'est de quelle origine êtes-vous? Quand je sors quand je sors de son bureau, il me présente, ah bah tenez, regardez, un tel, elle est marocaine comme vous. Et ça a été tout le temps, tout le temps. Et je pense que Boucheral en a plein à raconter, j'en aurais des milliers à raconter. Mais c'est des choses sur lesquelles on s'attarde même plus, parce que si je m'attardais sur toutes ces choses-là, j'aurais plus le temps pour moi, j'aurais plus le temps justement pour agir et pour me et pour lutter, quoi. Donc il y a eu un moment de conscience violente. Et puis après, il y a ces choses du quotidien qui sont malheureusement banales et on fait avec, c'est tout. Ok, merci beaucoup. Et donc, pour vous, quels clichés et quels préjugés persistent sur les femmes de banlieue, entre guillemets, qui bloquent encore... Désolée. Pas de problème. Voilà. Qui participent à ce qu'il y a encore autant d'inégalités. Comme le disait Camélia, je pense qu'il y a tellement des préjugés qui sont extrêmement forts à l'endroit des gens des quartiers populaires que c'est très difficile. D'ailleurs, dans mon film, j'ai une des protagonistes, Sarah, qui dit moi, j'ai envie de partir, quoi. J'ai envie d'aller faire ma vie ailleurs. Et quand tu es de banlieue, ça t'empêche pas de faire ce que tu as envie de faire, mais c'est quand même un truc qui reste, qui est là, quoi, tu vois. Ça reste, en fait. C'est vrai que quand on se construit avec des stéréotypes qui sont très négatifs, c'est extrêmement compliqué, en fait, de se construire une identité, quoi, sa propre identité, de sortir de simplement cette assignation à ton identité de banlieusard, alors que toi, en fait, au fond de toi, tu te sens traversé par tellement de choses qui font ton identité. L'identité, c'est complexe. Hein. C'est pas, il n'y a pas une identité. On a des identités multiples. Et je trouve, moi, que c'est quelque chose qui pèse très lourd. C'est même un nouveau déterminisme même. Hein. C'est-à-dire que avant, on pensait le déterminisme comme étant déterminisme social, culturel, familial, religieux. Et là, il y a une nouvelle forme de déterminisme de mon point de vue qui est le fait de vivre et de grandir en banlieue. Car tout de suite, tu as été étiqueté, quoi. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Jade. Oui. La question, c'est les clichés qui persistent, c'est ça? Oui. Tu sais, moi, par exemple, mes enfants, je me souviens, un soir, on était à table et ils entendent tout le temps parler de la banlieue, la banlieue, la banlieue. Et en fait, eux, ils ne se vivent pas comme des banlieusards. Hein. Et en fait, mon fils a réalisé qu'il était un banlieusard. Hein. Il était terrifié à l'idée que... en fait, il ne s'était pas rendu compte que le fait d'habiter à Corbeil-Essonnes, ça faisait de lui un banlieusard. Il me dit, mais moi, je ne suis pas un banlieusard. Je lui dis, si, tu es un banlieusard. Il me dit, mais non, pourquoi? Je ne suis pas une racaille. Mais oui, c'est ça. Tu vois que même lui, il avait véhiculé ce truc. Parce que pour la société, être un mec de banlieue, c'est une racaille. Et ça le terrifie, le fait que les gens, sans le connaître, sans savoir qui il est,
la première perception qu'ils vont avoir d'eux, qu'ils vont avoir de lui, c'est que c'est une racaille de banlieue. Ouais. Ouais, non, mais C'est c'est ça. épouvantable. Ouais. Non, le cliché pour moi, c'est la femme ou l'homme, hein, d'ailleurs, hein, les deux, hein, c'est le sauvage et l'étrange. Ce qui est sauvage et ce qui est étrange, ce qui ne nous ressemble pas, ce qui est différent de nous, ce qu'on ne comprend pas, ce qui nous fascine. Donc avec un mélange d'attirance et de répulsion. Et, 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 et c'est, comment dire, et concernant les femmes en particulier, il y a aussi toute la dimension sexiste qui vient s'ajouter. Bah, quand on sait aujourd'hui que le mot beurette, c'est le mot le plus consulté sur les sites pornographiques, on comprend bien en fait, hein, ce qu'il en est. C'est-à-dire qu'il y a tout un fantasme qui est véhiculé et tout un tas d'idées racistes, sexistes et aussi classistes qui se mélangent pour faire une espèce de cocktail explosif. Et donc la petite meuf de banlieue, c'est soit la fille soumise à son père, à son frère, à machin, soit la fille hyper sexualisée. Mais en fait, c'est jamais soi-même. Enfin, comment dire, on définit jamais les femmes de banlieue comme on pourrait définir voilà, une jeune fille lambda, une étudiante. On les définit pas par ce qu'elles font au quotidien. On les définit par le fantasme qu'on s'en fait. Et qui est nourri par par un certain discours dans les médias, par une forme de stigmatisation de certains journalistes qui se complaisent dans ces clichés-là, qui sont faciles en fait. Et puis, on trouvera toujours un exemple qui va dans le sens de ce qu'on dit et de ce qu'on pense. On réussira toujours à construire des choses, des images, des sujets qui vont dans le sens de en banlieue, c'est des sauvages, en banlieue, ils sont violents. Enfin voilà. D'accord. Et donc pour rebondir sur ce que vous disiez à propos de Sarah dans le documentaire, ce que j'ai remarqué personnellement, c'est que les jeunes filles avaient l'air de dire qu'elles avaient beaucoup plus envie de faire des études et plus envie de quitter leur quartier que les garçons. Et donc, comment, pour vous, à quoi c'est dû pour vous et comment vous pouvez l'expliquer? Ouais, bah, de toujours, moi je sais qu'à ma génération, mais même déjà aussi la génération de ma mère est quelqu'un de très très atypique parce que, comme je vous le disais, elle a compris très très jeune l'importance d'être autonome financièrement et elle faisait, je vais vous donner un exemple qui est assez qui illustre bien ça. Quand elle était jeune, elle dealait avec le berger, en fait. Elle ramassait dans les champs ce qui était tombé, en fait, qui n'était pas récolté. Et elle remplissait des sacs comme ça et elle envoyait le berger en loose day au village pour aller vendre au souk le petit sac rempli de je ne sais quoi, de légumes en fait qu'elle avait ramassé. C'était une somme modique, hein. Mais déjà là, elle avait compris, elle avait mis en place cette stratégie. Donc, elle envoyait le berger pendant ce temps-là, c'est elle qui surveillait les moutons. Et quand il revenait, eh ben, il partageait la somme qu'il avait réussi à troquer au marché. Donc, je veux dire, c'est quelque chose qui est inscrit presque un peu dans notre stratégie de survie, en fait. Le fait de trouver des solutions pour sortir de sa condition. Et sortir de sa condition, c'est sortir justement de cette organisation sociale qui vous enferme dans un rôle précis. Et on a toujours fait ça. Moi, à ma génération, ça a été la même chose. Et ça va relier un peu à votre question précédente. C'est-à-dire que cette première génération post-coloniale, c'est important de le souligner parce qu'on est cette génération post-coloniale. Et à un moment donné, les rapports qui existent entre les Français et nos parents, c'est des rapports de colons colonisés. Et ce rapport-là, il est un rapport qui se construit sur un rapport
non seulement de domination, mais c'est aussi un rapport de violence d'homme à homme. Et les femmes, elles sont à la fois surprotégées par le clan adverse, et d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles les mariages mixtes dans ces moments de colonisation sont totalement proscrits, quoi. Et donc chacun va protéger en fait ces femmes pour qu'elles ne soient pas à la convoitise de l'ennemi. Et ça reste aussi dans les relations. Dans les relations. Et donc, à notre génération, on était aussi quelque part une prise de guerre. Et nous, les filles, on s'est construit en opposition à ça. Et il n'y avait pas de modèle avant nous. Donc, c'était compliqué. Moi, j'ai fait partie et à ma génération, il y avait 3 types de filles, en fait. Il y avait celles qui étaient totalement soumises et qui opposaient aucune résistance et qui suivaient le schéma familial, et très vite, elles étaient mariées, retirées des études, etc. Il y a celles qui fuguaient, qui étaient dans une rupture radicale avec leur famille. Et puis, il y avait les troisièmes qui étaient ma voix à elles, à moi plutôt, qui étaient celles qui ont choisi de faire des études parce qu'elles savaient que le diplôme allait les émanciper, et en même temps qui ont porté le voile pour bien marquer le fait que mon émancipation, elle se fait en dehors de la bienveillance du colon qui veut me sortir des griffes de ma famille qui m'opprime. Donc, il y a ça. Et donc, on a intégré quand même très tôt très tôt, on l'intègre parce que ça fait partie, encore une fois, de notre stratégie de survie, le fait de s'ouvrir des voies qui ne sont pas les voies, j'allais dire, classiques. Et les études, ça a toujours été quelque chose, déjà à ma génération, d'important, c'est-à-dire d'identifier comme étant un moyen par lequel on va pouvoir sortir à la fois de sa condition sociale, de sa condition familiale, si on peut dire ça. Et les filles aujourd'hui, elles ont exactement. Ça m'a surpris d'ailleurs de voir qu'à cette génération-là, elles avaient un peu le même schéma de pensée que ma génération. Et qui est de dire, de toutes les façons, le quartier, il est tenu par les mecs, c'est leur lieu de pouvoir à eux. Et nous, si on veut se construire, il faut qu'on se construise en dehors de ça. Mais il faut rajouter encore quelque chose, c'est-à-dire que si je veux sortir de ma condition, c'est-à-dire un jour ne plus habiter en banlieue, il faut que je gagne du fric. Et donc, il va falloir aussi que je mobilise mon énergie sur les études parce que c'est aussi ma voie de sortie pour sortir du quartier. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Hein. J'ai pas grand-chose à rajouter de plus. Enfin, pour moi, les études, ça a toujours été, c'est ça, c'est un ascenseur social. Moi la promesse républicaine, j'y ai cru. J'y crois, j'y ai cru, je sais pas comment est-ce qu'on peut le tourner. Pour moi, faire des études, c'était un moyen d'avoir une vie meilleure, de gagner de l'argent et donc d'avoir une vie meilleure. J'avais pas d'autres moyens de m'en sortir, je voyais pas vraiment autour de moi. Pour moi, il n'y avait pas d'autres moyens. Mis à part l'école, il n'y avait rien. Je ne voyais rien d'autre pour m'extraire de. Et puis, pas forcément m'extraire de ce milieu, mais juste ouais, voir autre chose, être plus à l'aise, plus confortable, réussir. Voilà, réussir. Je ne voyais pas d'autres moyens. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que je dis, hein, ça correspond à la promesse républicaine. Donc j'y ai cru. Voilà. Et en même temps, on est toujours dans une, toujours dans une forme un peu, pas d'ambiguïté, mais on est toujours un peu gêné, si tu veux, avec ce devoir un peu de loyauté qu'on a parce qu'on tape tellement sur la banlieue qu'on n'a pas envie de dire je veux m'extraire de ce milieu, comme tu as failli le dire, parce qu'on sait que ça renvoie à ça. Mais qu'en même temps, on a la légitimité, on a le droit aussi à un moment donné de se dire on ne va pas hériter des quartiers de grands-parents en parents, en enfants et à nos enfants, et que la France, c'est vaste. Et c'est pas que les quartiers, qu'on a aussi envie d'aller goûter au bonheur ailleurs, quoi. Sans pour autant que ce soit une trahison ou tu vois, de dire il faut qu'on parte des banlieues parce que c'est pourri.
mais simplement, Ouais. on a aussi notre droit légitime à aller brouter une herbe ailleurs, quoi. Mm. Ouais, enfin, et pour rebondir ce que tu dis, après, je suis désolée, mais je vais devoir vous abandonner parce que j'ai quelque chose de prévu après. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, Bouchra, effectivement, en fait, moi, je me suis toujours dit, je, en fait, je me suis dit, j'ai envie de réussir. Et pour moi, un des marqueurs de cette réussite, tu vois, c'était d'habiter sur Paris. Alors, ça peut être complètement stupide, ça peut sembler stupide dit comme ça, mais dans ma tête, réussir, c'était partir de la banlieue, habiter sur Paris. Et donc, en grandissant, je me suis un petit peu réconciliée avec mon identité, aussi mon identité sociale. Et aujourd'hui, ça fait plus du tout partie, pour moi, des marqueurs qui sont révélateurs ou qui sont des preuves de ma réussite sociale. Voilà, typiquement, moi, demain, si tu me dis où est-ce que tu as envie d'habiter, je te dis bah, à Marseille, s'il y a une opportunité professionnelle là-bas, j'y vais. Tu vois. Et j'aime ce côté populaire. J'habite à Saint-Cloud aujourd'hui, je suis malheureuse parce que il y a un côté populaire que je ne retrouve pas et dans lequel je ne me reconnais pas. Et mon identité, que je le veuille ou non, c'est ça. Donc j'ai aussi dépassé ce truc-là. Aujourd'hui, pour moi, réussir, ça ne veut plus forcément dire quitter la banlieue. Ah, en revanche, euh, ne pas habiter dans ma ville, pour moi, c'est important. Symboliquement, juste aller ailleurs, être ailleurs. Dans une autre banlieue, enfin, tu vois, j'aime bien Saint-Ouen, il y a plein d'autres villes populaires comme ça que j'aime bien, mais, euh, mais pas la mienne. Enfin, symboliquement, pour moi, c'était important de partir. C'est marrant ce que tu dis parce que j'ai rencontré un mec là, il y a pas longtemps, il est d'origine algérienne. Il a très très bien réussi. Il est parti très jeune faire ses études à l'étranger. Il a un super job et il gagne très très bien sa vie. Il a acheté un appart dans le 5e arrondissement. Et en fait, il me disait, je suis hyper malheureux. En fait, pour moi, c'était une réussite d'avoir mon appartement à Paris dans le 5e arrondissement, quartier latin. Mais il me dit, j'ai besoin tous les week-ends d'aller traîner là où j'ai grandi parce que je partage les mêmes valeurs que ces gens-là et que ce pas des valeurs ou une culture urbaine que je partage avec mes voisins du 5e arrondissement, quoi. Et c'est vrai, hein, on a tout ça. Hein. Moi, je sais, je suis pareil aussi. Hein. Je me sens bien à Bobigny, là où j'ai grandi. J'adore. Pourtant, j'y habiterai pas, hein, mais j'ai besoin une fois par semaine de retrouver mes amis d'enfance. Ma mère habite toujours la cité où j'ai grandi depuis bébé. Et j'ai besoin. Et c'est là où je trouve que, d'ailleurs, c'est ce que je dis souvent, c'est que quelque part, on est aussi une chance pour la République parce qu'en fait, on a confronté aussi ces valeurs républicaines, on les confronte, on les éprouve, et donc on leur redonne du sens. Et pour moi, la fraternité, vraiment, je sais ce que c'est la fraternité. Je sais ce que c'est aimer fraternellement quelqu'un, c'est-à-dire comme s'il était de mon propre sang, alors que il peut être juive, je sais pas, athée, homosexuel, tout ce que tu veux, parce qu'à un moment donné, j'ai partagé quelque chose qui m'est précieux, qui est mon enfance. Et vraiment, je me sens, mais vraiment, quoi. Ils sont dans mon cœur, quoi. C'est la fraternité, je sais ce que ça veut dire, quoi. La liberté, je sais, parce que je me suis battue pour avoir ma liberté. Et l'égalité, ça a un sens parce que c'est le combat de ma vie. Bah, merci beaucoup. Et je pense je ne sais pas si Camilla, vous avez deux minutes, mais on va conclure de toute façon. Simplement en vous demandant ce que vous imaginez dans l'avenir, les évolutions de la situation des femmes et en particulier des femmes de banlieue. À titre personnel, je suis assez optimiste. Je pense qu'on va dans la bonne direction. Je pense que sur le papier, on a déjà gagné, sauf qu'ils ne le savent pas encore. Et que,
et qu'il faut continuer, il ne faut rien lâcher, et on a la justice de notre côté. On est sur... Enfin, après, c'est mon côté peut-être un peu mystique, mais je crois que quand on est juste, on finit toujours par avoir raison, ou en tout cas par gagner. Et tout à l'heure, Bouchra disait quelque chose qui m'a beaucoup interpellée. Tu disais, Bouchra, moi j'en ai marre de me battre pour l'égalité, c'est pas normal en fait. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est très vrai, c'est pas normal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit encore aujourd'hui dire, s'il te plaît, tu peux me donner des droits. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on fait en réalité. Le On fait féminisme, la charité. c'est ça en fait. On demande, et en plus on nous dit, bah, tu vas demander poliment, parce que si tu es en colère, moi ça m'intéresse pas, tu desserres ta cause. Ouais, c'est vrai. Tu vois, il y a cette idée-là. Et donc, moi, j'ai pas envie de demander poliment. J'ai pas envie de demander tout court. Moi, je prends. Et je crois que ce qui est bien, c'est que ma génération, la génération après moi, on a décidé de plus demander, ni poliment, ni impoliment. On a décidé de prendre ce qui nous revenait de droit, sans demander l'autorisation. Et pour moi, c'est ça l'avenir du féminisme. C'est ce côté, enfin, comment dire, c'est ce côté pleinement assumé. De dire à un moment donné, on a suffisamment quémandé, on a suffisamment fait la manche, on a suffisamment négocié. Aujourd'hui, on décrète et on dit que notre dignité, elle n'est pas négociable. Et on avance. Et vous pouvez pleurer, et vous pouvez taper du pied, et vous pouvez dire c'était mieux avant, et vous pouvez penser que, eh ben nous, on sait que ce sera mieux demain. Et donc, on avance. Donc, je suis assez optimiste à titre personnel, parce que je vois cette puissance dans ma génération et dans les générations euh, avant moi, enfin après moi. Bon, moi, je te rejoins. Et puis, bon, je pense aussi le fait que je sois plus âgée, j'ai forcément plus de recul par rapport aux décennies qui se sont écoulées, et que on va quand même dans une progression. Moi, je ne vois pas de régression, en fait. La régression que j'observe, c'est une régression sociale. C'est une régression qui est liée au fait que on a organisé la société où tout est marchandisé, en fait, que ce soit le social, que ce soit le logement, enfin, voilà. C'est plus ça. Je pense qu'on est plus dans une régression sociale qu'une régression des femmes dans la conscience vive qu'elles ont, des droits qu'elles ont, et de la place qu'elles veulent occuper dans la société. Et moi, ce que j'observe aussi, c'est même à l'échelle des 15 dernières années, et je vois, parce qu'en fait, les 15 dernières années, c'est toi, Camélia, tu avais 15 ans, et aujourd'hui, tu en as 30. Tu vois, donc à 15 ans, c'est beaucoup, quoi, tu vois, à l'échelle d'une génération. Et on voit à quel point il y a une émulation. En 15 ans, je vois le nombre d'associations portées par des jeunes que je ne voyais pas il y a 15 ans en arrière. Là, il s'est vraiment passé quelque chose. Et puis, il y a eu aussi des événements majeurs. Il y a eu MeToo, qui a été aussi un espèce d'accélérateur sur la question aussi de la prise du pouvoir des femmes sur leur destin, sur leur émancipation. Et je crois qu'aujourd'hui, ça y est, il y a vraiment quelque chose qui est amorcé. Et je le dis aussi souvent, c'est que je trouve qu'il y a, à toutes les strates de la société, il n'y a plus un endroit de la société où les femmes, elles ne sont pas mobilisées pour l'égalité. Pas un endroit. Et aujourd'hui, je vois même tous les débats où je suis invitée, c'est la place des femmes dans les quartiers, quel levier d'émancipation, les femmes, l'entrepreneuriat des femmes dans les quartiers populaires. Donc, on voit que même sur les femmes tout en bas de l'échelle sociale, eh ben, il y a de l'émulation, il y a du débat, il y a des choses qui sont mises en œuvre. Et donc, voilà, moi, je suis aussi assez optimiste. Néanmoins, je pense que si on ne travaille pas plus, pour moi,
sur les représentations, mais pas que, parce qu'on a aussi la question religieuse, on a aussi la question de tous ces clivages dans le courant féministe, du féminisme intersectionnel, racisé, black, je ne sais pas quoi. Je pense que c'est là où il faut, à mon avis, aussi faire un travail pour faire converger toutes ces luttes et qu'on arrête de se tirer dans les pattes parce qu'on n'a aucun intérêt à se taper les unes sur les autres. Merci beaucoup. Je sais pas merci à toi. Certains ou certaines ont des questions. Et... Merci à vous. Nous, on va vous libérer parce que je sais qu'il est tard. Vraiment navrée, je vais devoir y aller. Merci pour cette invitation et merci pour cet échange, Jade. Merci à toi, Bouchra. Ouais, merci à toi. Merci pour tous tes mots gentils sur nos mères, nos daronnes. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et à bientôt, Jade. N'hésite pas s'il y a besoin de refaire des échanges, s'il y a des questions qui sont soulevées par ton auditoire et que vous avez envie de poursuivre, avec grand plaisir, d'autant que moi, tous les dimanches, je viens sur votre campus, enfin pas très loin, parce que mon fils est à l'IUT Mesures Physiques à Orsay. Ah. Merci beaucoup et c'est avec plaisir qu'on rediscutera. Salut Camélia. Avec grand plaisir, merci, au revoir. Bonne soirée. Salut. Au revoir. Salut. Merci beaucoup, madame. Merci. Il y avait du monde, Jade, parce que je n'ai pas entendu au début. Merci. Allô, allô. Oui, on était une petite quinzaine, on n'était pas beaucoup, mais comme il est tard... c'est super. Non, mais c'est bien. C'est une petite quinzaine, c'est bien. C'est déjà bien de pouvoir discuter de féminisme sur le campus, c'est pas toujours très populaire. Mais, c'est sûr. Mais c'est sûr, mais essaye de mobiliser les échanges et d'en discuter le plus possible. Donc, merci beaucoup. Merci à toi d'avoir organisé ça. C'était vraiment très super sympa. Intéressant d'avoir votre point de vue et vos expériences. Donc, voilà, merci beaucoup. Ouais, je suis à disposition. Je suis assez joignable sur les réseaux sociaux s'il y en a qui ont des questions à me poser, qui veulent poursuivre peut-être profondément sur certains points. Et je le ferai avec grand plaisir. Merci beaucoup. Voilà. Bonne soirée, Jade. Bonne soirée. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.